Les marchés mondiaux, déjà nerveux après des mois de stagnation, ont plongé en chute libre. En une seule séance boursière, plus de 2500 milliards de dollars de richesse se sont évaporés, laissant les centres financiers de New York à Shanghai sous le choc. Les traders se sont rués vers des valeurs refuges. Les banques centrales ont organisé des réunions d'urgence. Les commentateurs avaient du mal à saisir ce qui venait de se passer. Au cœur du chaos se trouvait un acte isolé de belligérance économique, l'imposition soudaine et radicale de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump, non seulement contre des adversaires de longue date comme la Chine, mais, de manière choquante, également contre des alliés clés. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, même le Canada, voisin du Nord et plus proche partenaire commercial de Washington, n'a pas été épargné. L'annonce est tombée sans avertissement. Il n'y a eu ni négociation, ni discussion en coulisses. Juste une avalanche de décrets, une conférence de presse pleine de rhétorique et la déclaration que l'Amérique reprenait le contrôle de son économie. C'était, selon les mots de Trump, la fin du parasitisme mondial. Les marchés ont immédiatement compris la gravité de la situation. Ce n'était pas une nouvelle tentative de bras de fer commercial. Il s'agissait du lancement d'une véritable guerre économique. Une guerre qui risquait de défaire des décennies de mondialisation et de coopération en quelques semaines. Mais le véritable danger, comme les analystes allaient bientôt le réaliser, n'était pas seulement la douleur économique, c'était dans le message envoyé au monde entier, que le système international, fondé sur des règles, minutieusement construit depuis les cendres de la Seconde Guerre mondiale, n'était plus sacré. C'était désormais négociable, superflu et finalement brisable. Pour comprendre les enjeux de ce moment, il est utile de remonter près d'un siècle en arrière. Le krach boursier de 1929 avait déjà causé des dommages considérables, mais ce n'est qu'en 1930, lorsque le Congrès américain a adopté la loi Smoot-Hawley, augmentant les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés, que l'économie mondiale s'est véritablement effondrée. La logique à l'époque était douloureusement familière: protéger les industries américaines, restaurer les emplois nationaux, punir les tricheurs étrangers. Ce qui a suivi a été une spirale mondiale de droits de douane de représailles, d'effondrement des flux commerciaux, de chute de la production industrielle et d'une flambée du chômage. En l'espace de 2 ans, le monde était en proie à la Grande Dépression. Des systèmes bancaires entiers se sont effondrés, l'extrémisme politique a prospéré, la confiance en la démocratie s'est flétrie, et finalement, l'effondrement de la coopération économique a contribué à la montée du fascisme et à la marche vers la guerre mondiale. Aujourd'hui, en 2025, les similarités sont plus que théoriques. Une fois de plus, un choc majeur, cette fois sous la forme d'une inflation post-pandémique et d'une fragmentation géopolitique, a fragilisé le système mondial. Une fois de plus, le protectionnisme est vendu comme du patriotisme. Et une fois de plus, les premiers signes avant-coureurs sont largement ignorés. Les tarifs douaniers de Trump peuvent différer en taille et en forme, mais le fond du problème reste le même. Dans les moments d'incertitude, les pays ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et lorsque la plus grande puissance économique mondiale décide de se retirer, les autres suivent souvent le mouvement. Ce qui a rendu cette dernière vague de droits de douane si déstabilisante, ce n'était pas seulement leur ampleur, c'était leur caractère total. L'équipe économique de Trump, désormais remplie de nationalistes purs et durs et d'idéologues de l'offre, a déployé ce qu'ils ont appelé la doctrine commerciale, l'Amérique d'abord. Du jour au lendemain, des droits de douane de 25% ont été imposés sur tous les produits manufacturés chinois. Produits électroniques, panneaux solaires, pièces automobiles et même appareils électroménagers. La justification? Des subventions injustes, le vol de propriété intellectuelle et des risques pour la sécurité nationale. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'administration a également imposé des droits de douane de 20% sur les automobiles européennes et les équipements aérospatiaux, ciblant des puissances économiques comme l'Allemagne et la France. Les produits agricoles canadiens et mexicains ont subi une hausse de 15%, vidant ainsi de sa substance l'accord USMCA. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium ont été réimposés et étendus, touchant notamment le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et d'autres alliés. Le message était clair, aucun pays ne serait épargné si sa balance commerciale ne servait pas les intérêts américains. En quelques jours, les représailles ont suivi. La Chine a imposé des droits de douane miroirs sur les exportations agricoles et technologiques américaines, perturbant à la fois le Midwest et la Silicon Valley.
L'Union européenne a ciblé l'aviation et les marques de luxe américaines. Le Canada a commencé à élaborer des droits de douane sur l'énergie et les aliments transformés américains. Même le Japon, d'habitude conciliant, a laissé entendre qu'il pourrait restreindre les exportations de terres rares vers les entreprises technologiques américaines. Le commerce mondial, déjà fragilisé par des années de perturbations liées au Covid et de tensions géopolitiques croissantes, était au bord du gouffre. Puis vint la déclaration du Fonds monétaire international. Le FMI n'est pas connu pour son alarmisme. Ses communiqués de presse sont généralement denses, prudents, souvent ennuyeux. Mais cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. La directrice générale, Kristalina Georgieva, a averti que les nouveaux tarifs douaniers américains représentaient un risque profond et immédiat pour la stabilité économique mondiale, ajoutant qu'une cascade de chocs économiques pourrait suivre si les dirigeants ne parvenaient pas à désamorcer la situation. Les craintes du FMI étaient fondées sur des données concrètes et des faits historiques. Les tarifs douaniers font grimper les prix, sans pour autant augmenter les salaires. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement, sans pour autant construire des alternatives nationales assez rapidement. Et ils empoisonnent le climat d'investissement, provoquant un gel des capitaux au moment même où les économies ont le plus besoin de croissance. Plus alarmante encore, était l'accent mis par le FMI sur la confiance. Les récessions ne se produisent pas seulement à cause de chiffres sur des feuilles de calcul, elles se produisent parce que les gens perdent confiance. Si les entreprises pensent que les règles du commerce ne s'appliquent plus, elles cessent d'investir. Si les consommateurs craignent l'inflation ou la perte d'emploi, ils cessent de dépenser. Et une fois que cette spirale descendante commence, elle s'auto-alimente. Voilà comment une récession se transforme en dépression. Même avant la salve de tarifs douaniers de Trump, l'économie mondiale était dans un état précaire. Après des années de relance économique post-pandémie, les banques centrales étaient déjà engagées dans un cycle de resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation. Les taux d'intérêt étaient élevés, les marges de manœuvre budgétaires étaient limitées, et la volonté politique, de coopération, de compromis ou de coordination s'estompait rapidement. La pandémie de Covid a révélé à quel point les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient fragiles. La guerre en Ukraine a fragmenté les marchés de l'énergie. Les tensions à Taïwan ont poussé les dirigeants du secteur technologique à mettre en garde contre un avenir sans semi-conducteurs. Et maintenant, alors que le monde semblait prêt à reprendre son souffle, il était à nouveau poussé à bout, cette fois par des choix politiques délibérés. Les tarifs douaniers de Trump ne visaient pas seulement les concurrents, ils ont sapé des alliances, brisé la confiance dans des accords commerciaux de longue date et marqué un tournant s'éloignant du multilatéralisme. Pour les entreprises mondiales, il ne s'agissait pas seulement d'un changement de politique, mais d'une menace existentielle. Les dégâts économiques, cependant, ne sont que la moitié de l'histoire. Les conséquences politiques de ces actions pourraient en s'avérer encore plus dangereuses. Partout dans le monde, le terrain est fertile pour le radicalisme. En Europe, les partis d'extrême droite exploitent l'anxiété économique pour progresser dans les sondages. En Amérique latine, les dirigeants populistes promettent protection et stabilité au détriment de l'ouverture. Aux États-Unis, le retour de Trump a creusé les divisions et miné la confiance dans les institutions. Si les difficultés économiques se propagent, comme beaucoup le craignent, les gouvernements pourraient réagir non pas par la coopération, mais par un isolement accru, accélérant un cercle vicieux de nationalisme, de protectionnisme et de fragmentation géopolitique. Ce qui émerge dans ce scénario, c'est un monde divisé en blocs hostiles. L'un dominé par les États-Unis et leurs alliés restants. Un autre centré sur la Chine, la Russie et l'Iran. Chacun avec ses propres règles commerciales, systèmes de paiement, technologie et monnaie. Ce n'est pas seulement la fin de la mondialisation, c'est le début d'une guerre économique par d'autres moyens. La partie la plus effrayante de cette histoire est peut-être à quel point tout cela semble familier. On a déjà vécu ça. Dans les années 1930, après un krach boursier et une vague de protectionnisme, le monde s'est replié sur lui-même. Les nations ont accumulé des richesses. Des blocs se sont formés. Les extrémistes ont pris de l'ampleur. Et en l'absence d'institutions communes, le conflit est devenu inévitable. Le risque maintenant, c'est que nous somnambulions vers un désastre similaire, non pas par ignorance, mais par complaisance, par manque de vision à long terme, par peur. Les outils que nous avons utilisés en 2008, les faibles taux d'intérêt, l'assouplissement quantitatif, les sauvetages massifs, pourraient ne pas fonctionner cette fois. Beaucoup d'entre eux ont déjà été épuisés. Et même s'ils pouvaient aider, le capital politique pour les utiliser est presque épuisé. Les banques centrales ne peuvent pas reconstruire la confiance.
Elles ne peuvent pas réparer les alliances. Elles ne peuvent pas faire croire au monde en un système qui ne semble plus fonctionner. Alors, où est-ce que cela nous mène? Scène 16. Il est encore temps. Il est encore temps. Temps de désamorcer la situation. De supprimer ou suspendre les tarifs douaniers les plus dangereux. De retourner à la table des négociations avec les alliés comme avec les adversaires. De réformer les institutions mondiales et de reconstruire un système qui répartit mieux les bénéfices du commerce tout en se protégeant contre ses abus. Mais cette voie exige du courage politique, de la coopération et de la vision. Elle exige de résister aux solutions faciles du nationalisme et de la recherche de boucs émissaires. Elle exige de se rappeler que la politique économique n'est pas un jeu à somme nulle. Si nous n'agissons pas, si nous continuons sur cette voie, les conséquences pourraient être bien pires qu'un simple ralentissement ou un marché baissier. Nous pourrions être au seuil de quelque chose de bien plus dangereux. Un effondrement mondial, une seconde grande dépression, avec toutes les souffrances et l'instabilité que cela implique.